Et c'est aujourd'hui le 1er novembre et dans plusieurs pays européens et chrétiens, on célèbre la Toussaint et la fête des morts. Eh bien, nous, dans 64 minutes, nous avons décidé de nous attarder sur le patrimoine funéraire français. Merci Régis Bertrand d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes historien et vous avez dirigé cet ouvrage collectif sur ce sujet, Cimetières et tombeaux, publié aux éditions du patrimoine. D'abord, Régis Bertrand, comment est né ce projet plutôt inattendu ? Alors d'abord, je l'ai co-dirigé avec Gwénola Groot, qui est conservatrice générale du patrimoine funéraire de Paris. Et en fait, c'est un projet des éditions du patrimoine dans cette collection qui s'efforce à la fois de faire connaître à un très grand public des éléments du patrimoine qui ne sont pas toujours les plus évidents et en même temps, bien sûr, d'engager une réflexion sur leur préservation patrimoniale. Alors, à la lecture de ce livre, on se rend compte qu'il y a eu assez peu d'études, c'est ce qui est écrit sur le patrimoine funéraire français. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a encore un tabou autour de la mort ? Alors, effectivement, c'est ce qui nous a frappé et c'est ce qui nous a aussi très motivés pour ce type d'études. Alors, je dirais que oui, il y a encore un tabou, d'autant qu'un certain nombre de gens voient le cimetière à travers ces extensions récentes qui ne sont pas forcément les plus patrimoniales et les plus riches. Et inversement, je crois que, en beaucoup d'endroits, on ne savait pas, tout au moins, avant nous l'espérons notre livre, on ne savait pas comment prendre le cimetière, tant cette création du 19e siècle est, pour sa période la plus ancienne, en gros, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, foisonnante. Alors, il s'agit d'un ouvrage qui est extrêmement didactique. On apprend que les cimetières, vous venez de le dire, ont été créés à partir du 19e siècle, des cimetières tels que nous les connaissons actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période? Pourquoi ça a été décidé à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une prise de conscience hygiéniste d'une certaine manière? Alors disons que c'est aussi un trait des pays, en particulier de culture catholique, qui fait suite à une première phase. À la fin du Moyen-Âge, il y a une pénétration assez massive des sépultures à l'intérieur des lieux de culte et les cimetières tendent à être réduits et réservés aux populations les plus pauvres et puis ensuite à quelques dévots qui demandent d'être enterrés parmi des pauvres. Et puis au XVIIIe siècle, effectivement, il y a une attitude hygiéniste à l'égard des cimetières et à l'égard surtout des sépultures à l'intérieur des églises. On redoute beaucoup la contamination de ces lieux. C'est la grande période de l'aérisme, théorie qui pense que des épidémies peuvent être propagées, en particulier par les mauvaises odeurs. Et par voie aérienne, donc c'est Et bien surtout ça. par voie aérienne. Alors, comment on enterrait les gens, justement, en France, avant la création de ces grands cimetières? En fait, dans des caveaux, des églises, on imagine mal qu'il y a des centaines de caveaux dans les églises parisiennes en sous-sol. Non seulement il y en a dans les chapelles latérales qui appartenaient à des familles ou des corporations, mais les nefs sont quadrillées de caveaux. Et d'ailleurs, le caveau d'église s'est transporté au XIXe siècle dans le cimetière. À partir de Louis XVI, lors une déclaration royale de 1776, réduit considérablement l'inhumation dans les églises, sauf à Paris, puisque l'on devait prendre un texte spécial pour Paris, qui n'a pas été pris. Et puis, il y a le grand décret, parmi les masses de gratines napoléoniennes, le grand décret de 1804, des 23 prairiales en 12, le 12 juin 1804. Et va commencer alors la construction de ces grands cimetières français, et notamment celui qui va servir de modèle aux autres, celui de Père-Lachaise, à Paris. Alors tout à fait, il y a d'ailleurs concomitance, étant donné que quelques semaines plutôt, avant la promulgation du décret par Napoléon, eh bien on a ouvert le cimetière du Père-Lachaise. Et le cimetière du Père-Lachaise va être le cimetière du Nouvel Âge, non seulement en France, mais n'oublions pas, la France s'étend de plus en plus à l'époque pour toute une partie de l'Europe. En effet, le cimetière qui est dû au préfet Frochot et à l'architecte Brognard est à bien des égards révolutionnaire. Et quelles sont les caractéristiques de ce grand cimetière qui va servir donc de modèle? La première caractéristique, vous venez de le dire, l'immensité pour les gens de l'époque. 17 hectares, presque 18, c'est inouï. Les cimetières au maximum ne faisaient que quelques hectares, les plus grands. Par ailleurs, le cimetière est ouvert au public.
Alors, C'était pas le cas, ça, auparavant. non, non, le cimetière était dans la mesure du possible fermé, c'était une grande demande des évêques, et assez fréquemment d'ailleurs on y pénétrait dans le meilleur des cas que lors de l'inhumation, un petit groupe seulement y pénétrait. Il est ouvert au public, il va avoir ses horaires, avec une conséquence essentielle, l'espace d'inhumation est distinct de l'espace de circulation. Oui, c'est ça. On va créer des allées. Il va falloir aussi des plantations. C'est ce qui est décidé. Hein. Exactement. Alors là, disons que l'on retrouve tous les projets, parfois utopiques, mais pas tant que cela, qui étaient nés depuis l'interdiction d'inhumer dans les églises à la fin du XVIIIe siècle et pendant la Révolution. Tous ces projets qui voyaient le cimetière non plus comme un endroit sinistre, mais comme les Champs-Élysées à l'antique, c'est-à-dire un lieu toujours vert, arboré, planté et fleuri. Il faut dire aussi que les cimetières de l'Europe protestante ressemblaient parfois à cela, en particulier en Suisse et en Allemagne, et ont pu influencer également. Est-ce que ces nouveaux cimetières, ils apportent une nouvelle relation entre les morts et les vivants? Ah, c'est très net, étant donné que le Père-Lachaise et les autres cimetières parisiens vont faire naître une véritable littérature, les guides des cimetières, qui se multiplient. Et d'autre part, qui annonce la période romantique aussi. Hein. Ah, le cimetière fait partie de ces éléments du romantisme français. C'est aussi une grande création romantique pour Montmartre, par exemple, ou pour un certain nombre de grands cimetières provinciaux, du cimetière de Besançon à celui de Caen, à celui de Rouen, etc., celui d'Amiens. Et effectivement, dans ce cimetière où l'on entre librement, d'abord, on suit l'enterrement et on assiste à l'inhumation du défunt. Et un rite nouveau va apparaître, le discours sur la tombe. Ensuite, on va venir sur la tombe, on va prier et on va se mettre à déposer des fleurs. C'est un rite totalement nouveau. C'est une tradition qui viendrait de l'Antiquité. Hein. Voilà, repris de l'Antiquité pendant la période révolutionnaire sous forme de couronne d'immortels. Alors, il y a aussi une autre caractéristique de ces grands cimetières, hein, du Père-Lachaise, du cimetière du Nord à Rennes. Hein, on en voit des images dans votre livre, du cimetière de la Chartreuse à Bordeaux. Elle propose des architectures monumentales avec notamment des portes immenses. Les architectes, qu'est-ce qu'ils voulaient présenter symboliquement avec ces portes gigantesques? Écoutez, il n'y a pas que les architectes, il y a les conseils municipaux. Nous citons le cas de Toulon, où le Conseil déclare à propos du nouveau cimetière, mais c'est une porte de jardin qu'on nous a fait. Il faut que les arts se mobilisent pour que d'emblée l'on entre dans le cimetière en sachant que c'est un lieu particulier dédié aux morts. Et effectivement, les portes sont souvent la transition entre le monde des vivants et le monde des morts. Alors, ce qui est intéressant aussi, hein, c'est qu'on est à l'intérieur d'un espace public, mais justement à l'intérieur de cet espace public, on va voir des tombeaux, des sculptures. Il y a une création, une créativité incroyable à l'intérieur de ces cimetières et qui sont des initiatives privées. Est-ce qu'il y a eu des règles, notamment, sur cette créativité? Eh bien, finalement, c'est un espace de liberté. C'est un espace de liberté, soit dit en passant, toujours à l'heure actuelle. Il y a un certain nombre d'urbanistes qui veulent établir des règles strictes, mais en fait, chacun sur sa concession, voire même le temps qu'elle dure sur sa fosse commune, peut établir des signes distinctifs qui indiquent, qui individualisent le mort. Mais justement, avoir une statue, un mausolée, est-ce que c'est une question de représentation sociale post-mortem qui s'adresse aux vivants? Est-ce que c'est un message délivré après la mort? Ah, tout à fait, dès le départ. Alors d'abord, n'oublions pas que l'essentiel de la population, pendant tout le XIXe siècle, ne bénéficie pas de tels tombeaux. Ce que nous voyons aujourd'hui pour les tombes les plus anciennes correspondent aux strates les plus élevées de la société, puis ensuite à des strates moyennes. Il y a tout au long du siècle une diffusion de la concession, en particulier grâce à une modulation des tarifs en fonction de la durée. Mais effectivement, la première génération en particulier de constructeurs de tombeaux veut par l'épitaphe et puis ensuite assez vite par la symbolique et la statuaire transmettre un message. Le cimetière doit être une grande leçon pour les vivants. Régis Bertrand, est-ce qu'avec le succès de la crémation en France, les cimetières tels qu'ils existent aujourd'hui peuvent disparaître selon vous?
Alors effectivement, à la fin du XIXe siècle, la grande particularité de la crémation, c'est qu'elle remet en cause totalement l'organisation du cimetière, voire même à la limite l'existence du cimetière pendant la période du XXe siècle, entre 78 et 2008, où il a été possible d'emporter chez soi les urnes. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr pour plusieurs raisons. D'abord parce que, outre le fait que la crémation coûte maintenant cher, et que donc l'impératif économique n'est plus le plus net. Outre cela, il y a un attachement au tombeau d'une partie de la population. On continue de vouloir obtenir des concessions. Et puis enfin, un certain nombre de religions interdisent la crémation. Ce patrimoine funéraire, est-ce qu'il est protégé aujourd'hui en France, patrimoine public et privé ? Alors, il n'a été protégé que très tardivement et il est imparfaitement protégé. À l'heure actuelle, c'est pourquoi nous espérons que ce livre conduira à une réflexion auprès des autorités, en particulier municipales, qui parfois ne mesurent pas la qualité du décor qu'elles possèdent. Disons que quelques grands cimetières ont été protégés, le Père-Lachaise, la Madeleine d'Amiens. D'autres, malheureusement, sont imparfaitement protégés. Comment l'expliquez-vous justement ça ? Alors disons que d'abord, il n'était pas facile pendant longtemps de protéger un cimetière, étant donné, on m'avait même opposé une fois un argument qui était assez significatif, c'est que pour classer un tombeau, il fallait la parcelle cadastrale, et qu'un tombeau n'a pas de parcelle cadastrale. Alors un certain nombre de ces problèmes ont été résolus par le ministère de la Culture qui a aménagé des possibilités récentes de protéger de diverses façons les cimetières. Régis Bertrand, une dernière question plus personnelle. Comment on devient historien spécialiste de la mort ? Écoutez, eh bien, pour dire la vérité, quand j'étais enfant, j'ai été conduit par ma famille dans le grand cimetière de Marseille, le cimetière Saint-Pierre, et j'ai été absolument ébloui par le caractère étrange de ce lieu. Et puis ensuite, devenu historien, bien j'ai eu pour directeur de thèse Michel Vauvel, qui est un grand historien de la mort. Merci Régis Bertrand d'avoir été notre invité. Le livre Cimetière et tombeaux est donc publié aux éditions du Patrimoine. Merci d'avoir été avec nous.